Bon, ben, Alors ensuite, à l'arrivée du Paris-Dakar, donc la voiture d'un côté, on a le temps quand même de prendre une douche. C'est le seul moment où on a le temps de prendre une douche, je crois, parce que moi, dans le Paris-Dakar, je me suis lavé 3 fois. Hein, c'est-à-dire que je suis resté 5 jours sans me laver, alors je vous dis, on n'est pas bien beau. avec le Alors dans sable. le désert, vous n'avez pas d'eau pour vous laver, vous n'avez rien du tout, mais Africa Tour n'assure pas l'approvisionnement en eau. C'est à vous de vous débrouiller. D'ailleurs, c'est marqué dans le règlement, on doit se débrouiller pour trouver de l'eau pour boire et trouver de l'eau pour se laver. Généralement, de l'eau pour se laver... On l'économise surtout pour boire, je Ouais. pense. Hein. Donc à l'arrivée, donc une douche, Une douche, on a été reçus, il y a eu une réception, nous, par Mercedes, d'autres par leur team ou par leur équipe. Hein. Chacun a fait sa petite réception, on était invités à manger gratuitement, on a eu champagne, whisky, etc. On était très bien reçus. On remet la voiture en condition, non? Non, on n'a pas le temps de remettre la voiture en condition. Parce que c'est déjà le retour sur la France, ça, non? Bah oui, c'est déjà le retour sur la France. Le lendemain, déjà, il faut essayer d'embarquer le véhicule le plus rapidement possible dans le bateau. Alors, on met généralement la voiture sous conteneur. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous avez pris votre douche, vous vous êtes restauré, et puis vous avez été dormir, ou alors vous avez été faire un petit tour en ville? Bon, on a un petit tour en ville, non. Et on évite de se balader parce qu'on se fait généralement voler. Ça, c'est l'Afrique, il n'y a rien à faire. Moi, je me suis fait voler l'appareil photo, 50 000 francs CFA. Ce qui paraît bizarre, en Guinée, je me suis fait piquer une botte et une basket. On se demande pourquoi on en a pris deux. Oui, j'ai pensé à ça, c'est peut-être un unijambiste. Il y en a en Afrique. Nous avons un auditeur également en ligne pour vous poser notre question. Et Allô? les conditions pour dormir? Les conditions pour dormir. Alors là, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les conditions pour dormir, alors quand on arrive à dormir, on dort dans le sac de couchage au roue de la voiture. Au roue de la voiture, à côté de sa voiture? À côté de la voiture, oui. Et généralement, enfin moi j'ai calculé à peu près ce qu'on pouvait dormir dans un Paris-Dakar, c'est 2 heures par nuit. Et 2 heures agitées. Oui, c'est certain. 2 heures agitées, parce que vous avez les groupes électrogènes, les gens qui font de la mécanique autour avec les marteaux, les masses, etc. Parce que ça marche comme ça, la mécanique sur un Paris-Dakar. Mais on dort pratiquement pas. Il faut reprendre le volant le lendemain matin. Ah, il faut reprendre naturellement la route le lendemain matin. Et à quelle heure? Mais c'est-à-dire que le briefing généralement est à 5h30, 6h le matin. Alors vous vous couchiez à quelle heure, vous vous levez à quelle heure, et vous démarriez à quelle heure? Ben, celui qui n'avait pas trop de mécanique à faire arrivait quand même à se coucher à 1h ou 2h du matin. Mais pas avant. Faut pas être boulanger, à mon avis. Croyez-moi. Comment? Croyez-moi, faut pas être boulanger dans ces conditions-là. Il ne faut pas être boulanger. Parce que c'est des rudes conditions, hein, de dormir que 2 heures et puis reconduire. Mhm. Faut en vouloir quand même, hein, du Paris-Dakar. Je crois qu'il faut en vouloir, oui. Ah. Mais on s'habitue, de toute façon c'est une ambiance que tout le monde l'accepte. Hein. Oui, Il faut en mais vouloir, oui. on vous a regardé à la télévision, mais c'est dur. Hein. Croyez-moi, c'est pas de la rigolade. Hein. Ah non, c'est pas de la rigolade. Ah non. Je le pense bien comme ça aussi. Ah oui, c'est sûr. Bon, merci. De rien. Quoi? Au revoir. Il faut dire qu'on n'avait plus de retour. Comment ça, tu n'avais plus de retour? Non, non, attendez, On a des gens qui sont arrivés dans les studios qui peuvent rentrer sans qu'on n'a plus de retour si on ferme la porte. Ah, d'accord. Ben laisse la porte ouverte comme ça. Mais quand on est à Dakar, dans le rallye Paris-Dakar, c'est pas le tout qu'on est à Dakar, mais il faut penser à revenir. Mais vous êtes revenu par avion ou par bateau, et jusqu'à Aubenton, il faut quand même revenir en voiture. Ben, c'est-à-dire que, bon, on met la voiture en conteneur, la voiture va partir, elle en bateau. Et nous, bon, moi j'avais pas de billet d'avion, j'avais pas encore pris mon billet d'avion. Bon, je me suis occupé pour avoir mon billet d'avion, puis on a attendu qu'Africa Tour nous donne l'autorisation de partir, parce que disons que les places sont chères, tout le monde veut partir le plus vite possible. Généralement, après un Paris-Dakar, il n'y a personne qui prend une semaine de vacances. Hein. On veut rentrer chez soi, je crois que c'est la première chose qu'on pense. Pour se reposer un peu. Pas seulement pour se reposer, mais enfin, la vie est tellement chère à Dakar que bon, c'est toujours le problème du privé, celui qui n'a pas d'argent, bon, ben, il ne peut rien faire à Dakar. Moi, il me restait 200 francs. Et vous êtes parti avec de l'argent liquide ou... Parce que pour Oui, traverser le pays, bon, si vous allez en Algérie, bon... Il y a quand même des risques de vous faire voler l'argent liquide que vous transportez sur vous. Oui, bien sûr. Moi, je suis parti avec 24 000 francs en argent liquide. Et je dormais avec, j'avais toujours mon argent sur moi, dans une ceinture. Alors on est armé aussi, non?
Non, on ne Non. s'arme pas. On ne s'arme pas pour pas faire. Non, je pense pas. Et en cas d'accident, là, votre argent, ça, non, ça vous trotte pas dans la tête, ça? En cas d'accident, Bah oui, c'est-à-dire. qu'on vous relève à moitié groggy, etc., etc. Oui, mais qui est-ce qui va nous relever? Généralement, ceux qui nous relèvent sont les gens du rallye. Alors, il n'y a aucun risque. Parmi les gens du rallye, il n'y a pas de voleur. Non, puis en fait, c'est un risque à courir. Donc, Puis c'est un autre risque à courir. Mais quand on s'endort en plein milieu du désert, on est jour lentille, il y en a un qui vient nous piquer la voiture, voilà. Mais vous savez, le désert, il est désert. Hein. Ah bon? Ouais. Il n'y a personne dans le désert. Non, mais êtes si tout vous seul. arrêtez dans un village, par exemple comme on voit sur la photo, bon là c'est peut-être pas un point d'arrêt, mais Ah, vous avez la hantise de vous faire voler, oui. Alors vous fermez les portières de la voiture, vous surveillez constamment. Il n'y a on pas a eu... le risque d'avoir sa voiture sur cale aussi. Oui, Non oui. La voiture sur cale, je ne pense pas. Mais enfin, si vous avez un véhicule accidenté puis que vous l'abandonnez, vous venez 4 heures après, il n'y a plus rien dessus. Ça, c'est l'Afrique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en font? Ils revendent les pièces. Non. Ou alors ils démontent une voiture, là, il y a des os pour faire une machine à laver. Mhm. Et ce qui paraît incroyable, c'est qu'ils n'ont pas d'outils qu'ils arrivent à la démonter. Ils n'ont pas d'outils, ils arrivent Système à démonter. local? Et d'ailleurs, on trouve des gens qui sont très compétents en mécanique, surtout les forgerons des villages. Ils sont super compétents, ces gens-là. Avec un petit marteau et un burin, ils vous réparent une voiture. Ah oui. Ah oui, oui, ils vous refont des pièces, ils vous moulent des pièces dans n'importe quoi. Et ils sont très doués, ces gens-là. Et leur tarif? Oh, 10 francs de l'heure. Ils connaissent pas le coût de la main-d'œuvre. Ils ne savent pas ce que c'est. Et encore 10 francs de l'heure, pour eux, c'est beaucoup. Généralement, on donne, bon, on est content, on donne. C'est à votre bon cœur. Ça vous est pas arrivé d'avoir eu affaire à ces gens-là? Non, moi personnellement, non, puisque ma voiture a tenu le coup tout le long du Paris-Dakar, j'ai eu aucun ennui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu recours aux forgerons de village. qu'est-ce que vous avez vu comme casse principale sur votre véhicule? J'ai cassé le câble d'accélérateur et j'ai changé un amortisseur, c'est tout. J'ai eu aucun Pas problème. mal. Par rapport à la moyenne Ouais. de course, puis c'est- Oui, mais enfin, disons que déjà, bon, moi j'étais hors course, bon, j'avais quand même un petit peu moins de risque, il faut le dire. J'avais moins de risque de casser la mécanique. J'avais beaucoup plus de risque, disons, de me perdre, puisque moi j'étais plus repris par l'organisation de Sabine, par TSO. Et surtout dans le désert, j'avais beaucoup de risques, puisque j'avais pas de camion balai derrière moi. Et si je me perdais, disons que c'était de ma faute, et je serais en train de me dessécher au soleil. Quoi. Parce que j'avais prévenu personne, ni les autorités, ni personne, et je suis Oui, parti parce dans qu'on le n'a désert aucun, comme on ça. n'a aucun contact, comme je disais tout à l'heure, on n'a aucun contact radio. On n'a aucun contact radio. Et moi, comme je suis parti derrière le camion balai, justement pour pas qu'on m'empêche de partir, parce que les candidats, les concurrents qui sont hors course, Thierry Sabine leur interdit de partir derrière la course. Hein. Vous n'avez pas le droit de continuer le Paris-Dakar. Et comment vous faites pour ravitailler en essence? Mais on prenait les ravitaillements du rallye, c'est pour ça que moi je suivais le rallye. Ah d'accord. Il y a même certaines étapes où j'ai précédé le rallye. Ce qui était beaucoup plus sécurisant pour moi. J'ai fait 3 étapes en précédant le rallye. Mais les étapes de désert, j'ai passé derrière tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'hélicoptère au-dessus, il n'y avait plus de camions, il n'y avait plus personne pour vous secourir. Et ça ne fait pas peur de s'embarquer comme ça? Moi, j'ai pas eu peur, non. Disons que le roadbook est tellement bien fait qu'on ne peut pas se tromper, à mon avis. Un bon navigateur ne peut pas se tromper. Il faut bien tracer son parcours sur la carte, et au fur et à mesure qu'on avance. Et il n'y a aucun moyen de se tromper. Si on se trompe, si on a tracé sur la carte, on fait demi-tour, et on retombe sur un point qui est sûr, sur un point repère qu'on appelle, et il n'y a aucun problème. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. La navigation, ça m'a plu. C'était bien. D'ailleurs, dans les étapes en Guinée, où j'ai précédé la course, je me suis trompé une fois. J'ai pris, au lieu de prendre un cap 210, j'ai pris un cap 270, c'est-à-dire plein ouest. Et j'ai fait 50 km comme ça, plein ouest, et je me suis aperçu à ce moment-là que je m'étais trompé. Alors j'ai regardé les cartes, et je me suis dit, tiens, en prenant en plein sud, mais il n'y avait pas de piste, hein. Et j'ai fait 70 km hors piste comme ça pour rejoindre la piste et j'ai réussi à la retrouver. Et ça c'est intéressant. Là vraiment ça m'a plu. C'est une belle expérience. Ça c'est très bien. Oui, parce qu'il y a pas Et je pense Ah, que c'est dans un piste, Paris-Dakar, on ne fait pas assez appel à la navigation. Parce qu'il y a tellement de concurrents que pour moi, il n'y avait aucun moyen de se perdre cette année. On ne pouvait pas se perdre. Parce qu'on suit les traces. Et puis vous aviez Les des gens relais suivent. tous les kilomètres, je crois. Des relais. Ben, je sais pas, ils ont pas mis des espèces
Oui. Dans le désert, oui, il y a eu des piquets ennemis par Des Thierry piquets, Sabine, oui. mais il y a une chose que Thierry Sabine n'avait pas pensé, c'est que les Touaregs ou les gens de là-bas pouvaient prendre les piquets. Et moi, j'ai vu très peu de C'est piquets. la feinte. J'ai vu très peu de piquets. Ah oui. Ou alors les piquets déplacés. Ah, voilà, c'est méchant. Et justement, vous avez rencontré beaucoup de ces gens à d'autres chameaux, etc. Là, ces populations. On en a vu, oui, mais enfin, qui ils nous évitent. naviguent. Vous Oui. évitent Oui, ils nous évitent, mais ce sont des gens qui sont solitaires. Mhm. Et ils ne s'amusent pas à mettre leur chameau sur la route du rallye. Mhm. On en a vu de loin, oui. Mais enfin, on les a surtout vus, les Touaregs, on les a surtout vus chez eux, à Iferouane. Mhm. On a vu les Touaregs là, et généralement les Touaregs maintenant sont tous militaires. Comme ça, le gouvernement peut leur censer comme il faut. Ils sont militaires. Ils sont des soldats. Mhm. Pareil. On n'est pas embêté quand on passe dans... Parce qu'on change de pays, en fin de compte, presque, je dis pas tous les jours, mais enfin, on n'est pas embêté par les autres pays. Parce que s'il y a un régime temps dans ce pays-là, on a... Mais si, on est embêté, c'est justement pour ça qu'on avait des problèmes de formalités administratives, douanières. C'est infernal. Je vous dis qu'on attend 2-3 heures pour avoir le cachet. C'est Malgré la renommée du Paris-Dakar. malgré la renommée du Paris-Dakar. Et il y a Enfin, aucun- la grande polémique, c'était en Haute-Volta, en définitive. Où ils ont arrêté les concurrents pendant 2h30. Ça, c'était inadmissible. En pleine spéciale, mais enfin, ça, c'est toujours pareil. C'est au dernier moment que ça s'est décidé, ça. Il y avait des accords avec Thierry Sabine, d'après ce que j'ai compris, et les accords n'ont pas été respectés. Pas par Thierry Sabine, par le gouvernement de Haute-Volta. Et il n'y a aucun moyen de... Il n'y a pas une autre façon de procéder. Comment voulez-vous procéder? Vous avez une frontière. On ne peut pas faire tamponner vos papiers avant, ou comme Ouais, quand quand- vous allez passer. Si, on pourrait le faire à ce moment-là, en s'engageant dès l'engagement du Paris-Dakar. On pourrait peut-être le faire, ça. Mais enfin, est-ce qu'ils accepteraient? Parce Oui, bien que sûr. Toujours pour état des régions traversées, bien sûr. On a parlé du meilleur souvenir et le plus mauvais. Est-ce que vous avez un plus mauvais souvenir? Ah, mais mon plus mauvais souvenir, c'est quand mon copilote m'a dit qu'il abandonnait parce qu'il ne pouvait plus continuer. C'est mon plus mauvais souvenir, naturellement. Parce que... En dehors de ça, il n'y a pas de passage critique. Non, les pistes, passage critique, non, il n'y a pas de passage critique. Non, pour un gars qui est passionné de tout terrain, déjà, bon, Paris-Dakar, c'est formidable. C'est formidable, vous rencontrez tout. Hein. Et moi, à mon avis, on peut passer partout. D'autres points. Je vous dis, moi, de mauvais souvenirs, c'est mon copilote et les vols qui se passent sur le Paris-Dakar. Qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on effectue ce Paris-Alger-Dakar? On recherche quoi? La célébrité? Je pense pas, non, on peut pas, on recherche pas la célébrité. On recherche l'aventure déjà. Pour vous, qu'est-ce que vous avez recherché principalement? Ben moi, c'était la compétition, moi, qui m'intéressait. La C'était compétition pouvoir rivaliser avec des professionnels. avec des professionnels. L'aventure également? Ah oui, l'aventure, oui. Oui, parce que c'est une belle aventure, en définitive. Parce que à partir du moment où il y a des risques, c'est une aventure. Et là... Olivier Guy, Olivier Lejeune et... Les chenilles au métro, ça fait rien. Le vainqueur du lot, on doit se rapprocher avec le lot. Parce que là, on dit après 28 sur le fil, et après, le 15 mars, c'est du droit pays, non, pas terrain. Non, mais voilà, c'est pas ça, c'est parce que si ils font pas ça à ce moment-là, si vous regardez, on raconte un air, c'est un droit pays. Oui, on a bien dit ce que On l'a dit long, il y a chapelle, il y aura dedans, il y aura un mec qui est une couronne de...